Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Les institutions européennes ont une mauvaise image qui leur colle à la peau. Celle d'un microcosme au sens duquel les politiques décident, à coups de rapports et de débats en vase clos, de la marche d'un monde qu'ils ne connaissent pas. Pourtant, les eurodéputés échappent à cette idée reçue pour se rendre sur le terrain dans leur propre pays, mais aussi dans les pays associés à l'Union européenne par ce qu'on appelle des accords d'association. C'était le cas en tout début du mois de novembre dernier. Une délégation de 4 députés européens de bords politiques différents a mené une mission de terrain dans la capitale libanaise, Beyrouth. Ils ont enchaîné rencontres et visites pour écouter et voir ce que le Liban raconte de lui-même aujourd'hui, mais aussi pour entendre ce qu'il attend de l'Europe. Un petit pays devenu, toute chose égale par ailleurs, celui où réside le plus grand nombre de réfugiés au monde. Parmi les 4 députés européens, je reçois aujourd'hui Madame Salima Yenbou pour écouter son témoignage sur un Liban traversé par une crise politique, économique, sociale et financière sans précédent. J'accueille aussi par Skype Elena Aoun, professeure et chercheure en relations internationales à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Salima Yenbou, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Madame Aoun, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'avoir lancée. Je poserai ma première question à vous, Madame l'eurodéputée. Beaucoup de choses se sont passées au Liban depuis votre dernière visite, qui a eu lieu en début du mois de novembre dernier, notamment l'initiative franco-saoudienne menée par le président de la République française, M. Macron, et le prince héritier, M. Mohamed Ben Salem, sur la possibilité d'aider le Liban à sortir de ce marasme. Quelle est la position de l'Union européenne par rapport à cette initiative ? Bien, je vais commencer par une première précision, c'est qu'au vu du système politique saoudien, les violences, l'absence de démocratie et de transparence, les atrocités des droits humains, je suis toujours un peu gênée aux encornures ou très sceptique quand ce pays dit vouloir aider un autre pays. Ça, c'est le préalable. Cela étant dit, il est cependant vrai que le Liban est malheureusement la proie de beaucoup d'ingérences régionales, notamment l'Iran et l'Arabie saoudite, et le théâtre de pression, d'un espèce de bras de fer entre Washington et son allié saoudien, d'une part, et l'Iran, d'autre part. L'État libanais se trouve donc incapable de construire une politique étrangère souveraine, puisque les soutiens des communautés se font au gré des intérêts géostratégiques des communautés libanaises. Donc pour trouver une solution à moyen terme, voire à long terme, on ne peut pas ignorer l'Arabie saoudite, et donc nous sommes obligés d'avoir un certain dialogue avec elle au sujet du Liban. L'Iran et l'Arabie saoudite sont tellement présentes au Liban que si leurs autorités ne sont pas d'accord, elles peuvent clairement bloquer le pays, et c'est ce qui se passe régulièrement, et ça complètement sans vergogne. C'est un élément crucial à prendre en compte pour avancer. D'ailleurs, en parlant d'ingérence, permettez-moi quand même de souligner que si mes collègues eurodéputés des autres groupes ne se gênent pas pour dénoncer avec raison l'ingérence de l'Iran et du Hezbollah au Liban, il en est autrement quand il s'agit de dénoncer l'ingérence de l'Arabie saoudite. Et là, je me sens souvent très seule, et c'est clairement un 2 poids 2 mesures, surtout de la part des conservateurs. Et rappelons quand même aussi que c'est l'Arabie saoudite qui a kidnappé M. Hariri en 2018. On oublie facilement cet épisode qui est quand même important lorsqu'il était Premier ministre, pour le forcer à démissionner. Je poserai la même question à Mme Aoun. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette initiative ? Et est-ce que l'Union européenne doit s'impliquer aussi par rapport à cette initiative ?
Mais écoutez, tout d'abord, je commencerai par partager les mêmes réserves qui ont été émises par votre invité. Par rapport au fait que très souvent, on pointe le rôle négatif de l'Iran dans les blocages au Liban, alors que très souvent, voilà, on tourne un œil très négligent par rapport à ce qui est fait par l'Arabie saoudite, sachant que ce n'est pas non plus un pays qui est tout à fait blanc comme neige, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais peut-être plus fondamentalement, pour répondre à votre question, moi, ce qui me fait sourire un tout petit peu, c'est que je ne comprends toujours pas, j'ai beau scruter, j'ai beau lire, je ne suis pas sûre qu'il y ait une initiative franco-saoudienne. Il est vrai que M. Macron a été en Arabie saoudite, plus largement dans le Golfe, qu'il a réussi à placer l'un ou l'autre autour du Liban avec son auprès de Mohammed Ben Salman. C'est vrai qu'à deux, ils ont appelé le Premier ministre libanais, mais quand on regarde de près, donc au-delà d'une très vague promesse comme quoi les deux pays allaient aider le peuple libanais, la nuance est importante, donc le peuple libanais et par ailleurs au point de vue humanitaire, on ne voit rien de ce qu'il y aurait dans cette initiative. Il n'y a aucun engagement qui a été pris par aucun des deux acteurs. L'Arabie saoudite n'a pas du tout dit qu'elle reviendrait sur le blocus commercial et diplomatique qu'elle a lancé contre le Liban, entraînant à sa suite un certain nombre de pays du Golfe fin octobre. Donc voilà, moi je ne vois sincèrement pas une initiative à laquelle l'Union européenne pourrait s'associer. Alors tout au moins pourrait-on évoquer peut-être l'existence d'une dynamique qui aurait été enclenchée. Mais franchement, je ne vois rien venir de sérieux à ce stade-ci. D'une certaine manière, on pourrait même se demander si le principal vainqueur de la visite de Macron en Arabie saoudite n'est pas justement Mohammed Ben Salman, qui était plus ou moins boycotté par la communauté internationale suite au meurtre de Khashoggi. Et puis ensuite, je pense que Macron fait essentiellement de la gesticulation. C'est désolant de le dire. Il était sans doute beaucoup plus intéressé par les milliards, les promesses de contrats qui équivalent à plusieurs milliards d'euros. Mais concrètement, pour le Liban, on ne voit rien venir. Madame Aoun, pour dire encore un mot par rapport à cette initiative franco-saoudienne, il y a eu un autre préalable qui a été celui de demander au ministre de l'Information libanais, Georges Cordaï, de présenter sa démission à M. Mikati. Oui, tout à fait. Vous avez bien raison de pointer cet événement qui fait également sourire, puisque c'est effectivement un peu contraint et forcé que M. Cordaï a présenté sa démission à la demande expresse de M. Macron. Mais ce qui est intéressant, c'est de pointer le fait que ce qu'on reproche à Cordaï, c'est de s'être exprimé au sujet du conflit au Yémen, d'avoir mis en cause la responsabilité de l'Arabie saoudite à un moment où lui-même n'était même pas ministre dans l'actuel gouvernement libanais qui n'a été mis en place qu'en septembre dernier. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'effectivement, le degré de coercition qui est exercé par rapport au Liban de manière générale et par rapport à certains de ses acteurs est extrêmement important. Il émane bien évidemment de la part de l'Arabie saoudite, d'autres pays du Golfe, mais également dans une certaine mesure de la communauté internationale et dans le cas présent, la France qui cautionne quelque part l'exercice de cette coercition de la part des pays du Golfe, de l'Arabie saoudite à l'égard du Liban. Elena Aoun, encore une question pour rester un temps soit peu dans la région du Golfe. Vous le savez, le président libanais, M. Michel Aoun, s'est rendu tout récemment à Doha, la capitale de l'État du Qatar. Il a rencontré son homologue sur place. Selon la presse belge, il s'agit de gros investissements de la part du Qatar. Est-ce que c'est un équilibrage de l'influence de cette région au Liban ? Écoutez, il faut se souvenir que Doha lui-même, le Qatar, était jusqu'à tout récemment l'autre brebis galeuse de la région, puisque pendant plusieurs années, encore une fois à l'initiative de l'Arabie saoudite, le Qatar avait été mis quelque part au banc de la communauté du Golfe. Donc aujourd'hui, le pays rentre à peine en grâce, si je puis dire,
Et le Qatar n'est pas un acteur central dans cette région, donc demain il pourrait également être à nouveau frappé de disgrâce. Donc quelque part c'est la rencontre de deux acteurs marginalisés. Alors c'est vrai que le Qatar a des moyens que le Liban n'a absolument pas, mais voilà, il ne faut pas attendre énormément de choses, très certainement pas y voir matière à rééquilibrage, parce que le Qatar reste lui-même fragile, lui-même reste potentiellement marginal sur une scène qui est quand même dominée par l'Arabie saoudite et qui, comme je l'ai déjà dit, n'hésite absolument pas à jouer de la coercition. Quant aux promesses qui ont été faites par rapport à des investissements, etc., pour l'instant, il ne s'agit que de promesses qui restent conditionnées, comme d'ailleurs tout autre type d'aide promis par soit des États, soit des organisations internationales, aux réformes dont on ne voit pas venir le commencement au Liban même. Très bien. Madame la députée, venons-en à votre fameuse visite officielle que vous avez menée au Liban au début du mois de novembre dernier, aux côtés de 3 autres de vos collègues. Vous avez été reçu par les plus hautes autorités, notamment le président de la République, M. Aoun, je pense aussi M. Mikati, le chef du gouvernement, mais aussi des représentants d'ONG et de la société civile. Comment vous évaluez cette visite, cette rencontre ? Alors, je crois sincèrement qu'elle était nécessaire. Déjà pour marquer notre présence auprès du peuple libanais et répéter les messages de la résolution, comme la tenue des élections. Nous avons répété à plusieurs reprises qu'il fallait que ces élections aient lieu au premier semestre. Répéter aussi qu'il fallait soutenir cette enquête sur l'explosion. Pas de paix possible sans justice. Les réformes, évidemment, qui doivent absolument être entreprises et travailler sur la conclusion d'un accord avec le FMI, mais aussi, et ça c'était un peu notre rôle, de partager les messages de la société civile et des ONG avec qui nous sommes en contact régulier lorsque nous sommes ici à Bruxelles. Et cela permet aussi de garder une veille sur ce pays qui est vraiment au bord du gouffre. Et nous avions besoin, en tout cas moi c'était ma première visite à Beyrouth, de prendre un peu la température et d'entendre les choses au-delà d'un écran interposé. Pour ce qui est des élections, nous avons pu dire que selon nous, il n'y avait aucun obstacle réel à leur tenue en mars, si ce n'est une réelle volonté. Donc ça, on l'a réaffirmé. Ça m'a permis aussi de comprendre, là je vais être un peu dure, pourquoi rien ne se passe depuis 2 ans. Parce qu'en écoutant toutes ces personnes parler de différentes institutions, tous et toutes ont pratiquement pointé la faute sur l'autre. On sortait d'un endroit et on nous disait mais c'est pas notre faute, nous on essaie, c'est la faute de l'autre. Cet autre, on y allait, il nous disait que c'était la faute d'un troisième. On a passé notre temps à entendre ça. C'était vraiment incroyable. Et comme si l'enjeu, finalement, c'était un sachet de bonbons dans une cour de récréation et pas l'enjeu d'un peuple entier, de la survie d'un peuple et d'un État. C'était vraiment incroyable. Donc c'est plutôt une réussite dans ce sens-là, où on a aussi renoué des liens avec nos homologues. Et on a pu marteler nos messages à chaque minute. Et la couverture médiatique a été aussi très importante. Et elle a permis d'envoyer un message de soutien au peuple libanais. Donc voilà, je pense que c'était nécessaire. On ne doit pas s'arrêter là. Il faut qu'on reste en contact avec le Liban, avec les institutions, mais avec le peuple, pour continuer à suivre ce qui se passe. Et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose arriver à l'horizon. Le Premier ministre, M. Mikati, a annoncé officiellement la tenue des élections législatives pour, si je ne m'abuse, le 27 mars 2022. Vous avez rencontré certainement un panel de parlementaires libanais. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Alors, globalement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que les élections doivent avoir lieu et qu'elles sont importantes. Ensuite, quand on commence à creuser, chacun y va de son argument pour dire que ça ne peut pas être à tel endroit. Pour nous, c'était vraiment incroyable d'entendre qu'on ne pouvait pas tenir des élections parce qu'il y avait de la neige. Il y a des problèmes de neige et qui empêcheraient certaines personnes d'aller voter.
d'autres qui disaient que c'était à cause du Ramadan, on ne pouvait pas faire d'élections et notamment de campagne électorale pendant le Ramadan. Chacun y va un peu de son argument pour éviter. Nous, la seule chose qui nous sautait aux yeux et qu'on a renvoyé, c'est de dire la seule chose qui pourrait ne pas valider ces élections, c'est la présence d'un comité de surveillance de ces élections. Et ce comité, nous l'avons rencontré, est dans un état pitoyable, puisqu'ils n'ont même pas des lieux pour se réunir. Les personnes n'ont pas été vraiment, n'ont pas eu leur mission, réitéré leur mission. Certains ne sont plus rémunérés et ils achètent de quoi survivre de leur propre denier. Donc ça, c'est inacceptable. Et les réponses qui nous sont données, c'est de dire, notamment par le président Aoun, que ce comité a les moyens nécessaires. Donc nous, les obstacles, ce serait que cela qui pourrait invalider des élections. On a bien dit que aucun des arguments avancés ne tenait la route. Il faut absolument qu'il y ait ces élections. Le Parlement, lui, nous a dit c'est pas de notre faute, nous on donne juste le cadre, un cadre de 2 mois. C'est au gouvernement de décider de la date. Et M. Aoun nous avait dit que ça se tiendrait sans doute fin mars. Et en tout cas pour cette partie, c'est ce qui est annoncé. Comment est perçue cette coopération politique entre le Parlement européen et le Parlement libanais ? Par le Parlement ou par... Par les parlementaires, globalement. Alors, par les parlementaires, ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient 6 ou 7. Ils étaient quand même contents de nous voir pour nous parler des obstacles qu'ils ont, vécus. Dans le sens où, par exemple, dans les médias, on nous a dit que le quota des femmes, par exemple, avait été discuté, mais rejeté. Et en fait, non. Les parlementaires nous ont dit qu'il n'y a même pas eu de discussion autour de ce quota, qu'il a été rejeté, le texte a été rejeté sans avoir aucun débat là-dessus. Donc ça permet d'avoir déjà un autre point de vue. Ils étaient plutôt tous d'accord pour dire qu'il y avait des élections, mais certains reprenaient un peu quand même les arguments comme la neige ou... alors ça, c'était le président Aoun qui nous avait parlé de 10 000 jeunes qui ne pourraient pas voter. Et puis la diaspora, le problème de la diaspora et du vote de la diaspora qui est obligé de revenir sur leur lieu de naissance pour voter, et donc la mise en place de cartes électroniques qui leur permettraient de voter de l'étranger. Et ça, il semblerait que ce soit résolu. Madame Aoun, comment vous expliquez ces contradictions? Il faut changer de paradigme au Liban? Alors, de quel paradigme parle-t-on? Je pense que le principal paradigme qui devrait être remis en question, et c'est ce que pointait d'une certaine manière l'eurodéputé, c'est l'irresponsabilité. Donc elle a bien dit, où qu'on aille, on nous dit c'est pas ma faute, c'est la faute d'autrui, et donc c'est effectivement assez interpellant. Donc je pense que s'il fallait véritablement résumer le drame du Liban, c'est vraiment cette irresponsabilité. Personne, quelle que soit l'échelle du pouvoir à laquelle cette personne se situe, n'a le sentiment d'être responsable de la situation actuelle ou de ce qu'il peut advenir de l'ensemble de la population. Donc il y a une culture de l'irresponsabilité qui est extrêmement diffuse, et véritablement, j'ai envie de dire, à tous les échelons, non seulement de l'État, mais peut-être même de la société, ce qui est encore plus sévère. Et j'assume quand même ce que je dis ici, quand bien même j'ai bien conscience de la galère que traverse la population d'une part, et des difficultés et obstacles auxquels la société civile est actuellement confrontée. Donc, oui, changer de paradigme, bien sûr, mais voilà, peut-être vous pourriez vous-même essayer de me relancer sur l'un ou l'autre point afin que je puisse développer davantage. Vous avez très bien fait de me le rappeler. Je voulais d'abord revenir sur
Madame Yenbou, sur la résolution qui avait été prise par le Parlement européen en septembre dernier. Je voulais vraiment savoir, dites-moi, votre témoignage est très important. Comment elle a été perçue, et par le gouvernement, et par les parlementaires eux-mêmes, libanais, mais aussi par la société civile? Alors, une résolution, je le rappelle, c'est fait pour sanctionner ou pour dénoncer des exactions d'un État et pas d'un peuple. Et ça, souvent, les gens le confondent et le prennent pour eux, les peuples, alors que c'est pas du tout ça. Vous avez ressenti cette confusion sur place et vous avez dû expliquer que ce n'est pas le peuple qui est visé? Exactement. On a dû réexpliquer ça. On a dû réexpliquer aussi que les sanctions qui étaient demandées à l'intérieur visaient les élites et les biens mal acquis et non pas l'aide humanitaire. Donc on a dû réexpliquer ça à la société civile en disant que lorsqu'on parle de sanctions, on ne sanctionne jamais le peuple. L'aide humanitaire de l'Union européenne continue à être versée directement aux ONG, aux associations, etc., pour venir en aide au peuple de manière, du point de vue économique, mais jamais ces sanctions ne touchent cette aide humanitaire. Donc ça, on a dû l'expliquer pour rassurer. On a évoqué tous les points, et je rejoins un peu ce que dit Elena. Il y a une espèce d'irresponsabilité où finalement on attend un peu de l'extérieur. Et donc j'ai expliqué aussi qu'on ne peut pas d'un côté nous dire attention ingérence et d'un autre côté nous demander de venir faire les choses à la place d'eux. Nous on peut, grâce à ces résolutions, que mettre la pression sur les États et aussi demander au peuple de mettre la pression aussi sur leurs États. C'est aux Libanais de faire les choses. Nous on ne peut être qu'un appui, on ne peut que dénoncer tout cela et la pression importante qui est de dire l'aide budgétaire de l'Union européenne n'arrivera que lorsque des réformes seront mises en œuvre, lorsque les discussions auront abouti à des choses concrètes avec le FMI. Et à ce moment-là, comme pour le Qatar, et ça a été souligné, et heureusement, parce que vous imaginez, si nous, on donne ce message en disant on viendra vous aider que si vous faites des réformes, et que d'autres pays du Golfe arrivent en disant on injecte de l'argent sans demander rien en retour, du coup, notre parole n'aurait plus aucune valeur. Donc je me réjouis que le Qatar ne veuille pas verser de l'argent à un État qui est, on le sait tous et toutes, corrompu. Au plus haut niveau. Donc heureusement qu'au moins sur ce point-là, on calme les choses. Donc plutôt bien reçu, il a fallu expliquer au peuple. Pour ce qui est du Parlement, ils sont plutôt d'accord pour qu'il y ait des réformes. Mais chacun renvoie la balle. Les uns aux musulmans, les autres aux maronites, au Hezbollah, qui est pointé. Voire, ce qui m'a beaucoup choqué, moi, qui défend les droits humains, c'est la faute des Syriens. Donc des réfugiés syriens. J'ai été très très choquée au sein du Parlement et je le leur ai dit directement d'entendre des discours que l'on qualifie ici de populistes, où c'est la faute aux minorités, qui ne sont pas une minorité, effectivement, puisque c'est quand même un nombre très important, qui effectivement cause des soucis en plus au Liban, mais d'entendre dire que c'est la faute des Syriens, pour moi, c'était vraiment très très dur à entendre. Madame Yenbou, encore une dernière question sur la tenue des élections. Qui va les financer, au fond ? L'Union européenne, le Liban ? Alors, normalement, c'est le Liban qui finance ces élections, effectivement. L'Union européenne peut apporter une aide de logistique. Elle apporte une aide de toute façon financière. Elle peut être apportée, mais il faut encore faire la demande pour ces élections. Mais d'après le président, il y a tous les moyens pour mettre en œuvre ces élections. C'est pas, en tout cas, l'aspect
l'aspect financier n'a pas été évoqué comme un argument contre la tenue de ces élections. Le Liban a demandé déjà officiellement le départ depuis l'Union européenne d'une délégation pour observer les élections. Quand nous y étions, ce n'était pas encore fait, mais depuis, ça a été fait. Donc la demande est arrivée, l'Union européenne n'a pas encore répondu. Mais j'espère et je pense que nous irions, et j'aimerais en faire partie. En tout cas, je ferai tout pour faire partie de cette mission d'observation. Très bien. Madame Aoun, que pensez-vous du système confessionnel libanais ? Vaste question, hein. Mais écoutez, j'entends souvent dans certaines analyses que le système confessionnel est la source du problème. Alors j'aimerais requalifier les choses. Il y a une réalité qui est que le Liban est un pays d'une très très grande diversité, et cette diversité, contrairement par exemple à un pays comme la Belgique, ne s'organise pas autour des langues et de la culture, mais très largement autour des confessions, des appartenances religieuses. C'est une réalité. Et donc, les démocraties se sont inventées de différentes manières pour s'adapter à des contextes extrêmement différents. Et parmi ces contextes, il y a bien sûr comment on fait en sorte qu'un système politique puisse faire vivre harmonieusement une très grande diversité de ses composantes, sans qu'aucune ne soit marginalisée. Donc, d'une certaine manière, si en disant système confessionnel, on fait référence à un système politique bien construit qui fasse la part à toutes les composantes confessionnelles sur un mode consociatif, c'est un système qui pourrait marcher et avec lequel, à titre personnel, je n'aurais pas de grands contentieux. Par contre, c'est vraiment au niveau des pratiques que ça dysfonctionne. Et donc, au-delà du système lui-même, ce qui dysfonctionne, c'est vraiment cette idée qu'un parti et un leader reflètent une confession, demande aux membres d'une confession de se rallier à lui. Donc, je dis lui parce que généralement, ce sont des politiciens de sexe masculin. Et donc, on est dans des injonctions identitaires qui, quelque part, prennent en otage les citoyens libanais en leur enjoignant leur place dans le système politique et au détriment d'une appartenance citoyenne libanaise beaucoup plus englobante et beaucoup plus inclusive. Donc, c'est vraiment au niveau des pratiques, et qui plus est, donc il y a non seulement cette injonction identitaire, il n'y a pas uniquement les pratiques des partis qui demandent la loyauté de la population selon des lignes confessionnelles, des appartenances confessionnelles, mais vous avez surtout l'utilisation du fait confessionnel, des accointances confessionnelles, du clientélisme confessionnel pour parasiter en fait toute la structure de l'État libanais. Et donc de la plus haute fonction publique jusqu'à la plus basse fonction publique, nous avons le phénomène du népotisme, nous avons le phénomène du clientélisme, le phénomène de la corruption qui font que tout dysfonctionne. Donc le pays est comme éclaté dans une multiplicité de fiefs qui se définissent autour du référent religieux et confessionnel. Et donc c'est vraiment là que se pose le problème, parce que on en arrive à parasiter tout ce qui ferait un état de droit, c'est-à-dire le système judiciaire, le système législatif, le système de la fonction publique, le système des universités et ainsi de suite. Donc encore une fois, ce n'est pas le fait religieux en tant que tel qui est problématique, mais son instrumentalisation politique par la classe politique ou politico-affairiste religieuse. Madame Aoun, une autre question me monte aux lèvres, mais je vais la mettre de côté parce que je vois que Madame l'eurodéputée a voulu réagir. Oui, je voulais réagir un petit peu là-dessus. Effectivement, Monsieur Aoun a utilisé une formule que je vais faire mienne parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est que ces pratiques, justement, ont abouti à un mélange ou à une erreur de compréhension entre les intérêts communautaires et les intérêts collectifs. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, par rapport au système confessionnel qui aboutit à un clientélisme très fort, qui lui aboutit à une corruption, fait qu'aujourd'hui, tout est bloqué puisque... au-delà de ça, les communautés se sont partagées des secteurs économiques entiers. Donc si vous voulez faire une réforme sur les transports, vous êtes obligé de parler à une communauté qui va travailler dans l'intérêt de sa communauté et pas dans l'intérêt collectif. Du coup, on voit bien que toute réforme est impossible à mettre en œuvre puisqu'il faut faire le chemin inverse pour arriver à la communauté. Donc c'est vraiment un système compliqué, même si au départ, il pouvait être très bien sur papier. Toutes les institutions, toutes les personnes que nous avons rencontrées, je leur ai posé à chaque fois la même question en leur disant, écoutez, pour vous avoir entendu et écouté, à chaque fois que je tire les ficelles, cette pelote m'amène toujours au système confessionnel. Qu'en pensez-vous? Alors, ils sont tous d'accord pour dire que c'est un problème. Peut-être pas le seul, mais en tout cas que c'est un problème central. Mais personne n'envisage de solution pour en sortir. Donc c'est un problème, mais on reste là à attendre je ne sais trop quoi, je ne sais trop qui pour changer le système. Je pose une dernière question politique, j'allais dire entre guillemets, à vous deux, avant de dire un mot sur le côté humanitaire. La transition vers un État laïque est-elle possible au Liban, Madame Aoun? Je ne sais pas si elle est possible, je ne sais même pas dire si elle est souhaitable, parce qu'un État laïque qui ferait semblant qu'il n'y a pas de diversité au sein du Liban est quelque chose, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, est difficilement acceptable par des pans entiers de la société libanaise. Et je ne pense pas uniquement aux communautés, disons, sunnites, aux communautés... maronite. Je pense que on ne peut pas ignorer au Liban l'appartenance religieuse. Maintenant, moi, à titre personnel, je pense que c'est l'état de droit, c'est la création ou la consolidation d'institutions étatiques qui sont à distance des jeux de pouvoir, qui sont à distance des jeux clientélistes, qui sont la solution, ainsi que un véritable système reposant sur la méritocratie. Il ne faudrait pas que le président de la République soit forcément un maronite, et en tout cas, si on devait continuer à jouer dans un jeu où on a une attribution confessionnelle, il faudrait que ce soit, entre guillemets, le meilleur maronite qui soit à la présidence, que ce soit le meilleur sunnite qui soit à la présidence du Conseil, etc. Je voudrais peut-être juste rebondissant sur ce qui avait été dit par Madame Yembou, donc peut-être souligner quelque chose. Même lorsque vous avez des politiciens qui disent qu'ils travaillent au profit de leur communauté, quand vous allez gratter, vous vous rendez compte qu'ils travaillent au profit de leurs clients au sein de la communauté et très rarement au profit de l'ensemble de la communauté. Allez regarder l'état, par exemple, des sunnites dans des régions comme Tripoli, dans des régions comme la Bekaa. Allez voir l'état de certaines communautés chiites à travers le pays qui vivent dans une très, très, très grande marginalité, et il en va de même dans toutes les autres communautés. Donc, certes, il y a le fait religieux, il y a le fait confessionnel, il y a l'instrumentalisation de ce fait confessionnel, mais encore une fois, aucun dirigeant actuellement, aucun parti politique ne travaille non seulement pour le collectif, mais même pour l'ensemble de sa communauté. Donc faire attention à la multiplicité des jeux d'ombre, des jeux d'ombre qui sont extrêmement trompeurs au Liban. Madame Yembou, c'est peut-être le mot laïcité qui fait peur aux Libanais. Vous pensez qu'ils sont quand même quelque part prêts à aller vers des réformes, de véritables réformes, jusqu'à aller à la neutralité de l'État? Parce que Madame Aoun parlait d'un État de droit. Cet État de droit doit être neutre. Effectivement, moi je suis plutôt partisane de dire que ce système confessionnel, même si on le réforme un petit peu, il tendra toujours à repartir dans ses travers, que ce soit autour du clientélisme ou autre. Mais
c'est juste gagner quelques années pour repartir dans une nouvelle crise libanaise. Donc il y a vraiment, selon moi, un gros travail de fond à faire sur ce système. Et M. Berry, que l'on a rencontré, nous avait dit que lui avait proposé un système différent, qui était un Sénat confessionnel et un Parlement qui soit civil non sectaire. Et apparemment, ça a été rejeté par le Parlement. Donc les institutions ne sont pas prêtes à ça. Et on le comprend complètement par rapport à ce qui a été dit par Elena, c'est qu'effectivement, et je suis d'accord avec vous, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Ces personnes-là sont là pour leurs propres intérêts et quelques clients, c'est tout. Pas pour leur communauté. La communauté ne sert qu'à venir voter pour les élire, pour qu'ils puissent poursuivre leur clientélisme. Donc, effectivement, les institutions ne sont pas prêtes. Pour ce qui est des Libanais, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, les sociétés civiles, je n'ai pas l'impression qu'ils soient prêts à aller aussi jusque la laïcité. Bon, c'est vrai que je suis française, donc la laïcité à la française, c'est encore un cran supérieur par rapport à la laïcité qui existe dans le monde. Et ça, je l'ai évoqué aussi avec eux. Je ne suis pas sûre qu'ils soient aussi prêts à faire ce saut, parce que finalement, ce sont eux les électeurs. C'est à eux de choisir. Et c'est pour ça que je pense que les élections à venir sont très importantes. Et on verra, suivant les personnes qu'ils choisissent, comme représentants, puisque les parlementaires, ce sont les représentants du peuple, si réellement ils ont envie de changer ce système confessionnel. Ce sera un vrai test. C'est pour ça qu'il faut absolument que ces élections aient lieu. On va dire un mot sur l'humanitaire qui tient à cœur aussi Madame Aoun. Madame Aoun qui devait être avec nous dans le studio parce qu'elle est en Belgique, elle est à Louvain-la-Neuve, mais elle est en quarantaine parce qu'elle revient du Liban, Madame Yenbou. Elle revient du Liban, elle a été mise en quarantaine et j'espère que la prochaine fois nous l'aurons ici dans le studio pour parler encore de ce beau pays qui est le Liban et qui nous tient à nous tous à cœur. Madame Elena Aoun, en préparant cette émission, j'ai eu au téléphone une consoeur de Beyrouth, de Lorient le jour, quand je lui avais dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle me dit « On ne veut pas parler ni de laïcité, ni de politique. Ici, les bébés crèvent de faim. » Elle me dit « Les mamans, pour tremper la faim, elles font bouillir du riz et elles remplissent les biberons de ce bouillon de riz pour le donner à leur bébé. » Donc, ce lait est devenu une denrée très rare au Liban aujourd'hui. Quels sont les autres manques, les urgences? Est-ce que vous avez un appel à lancer à la diaspora libanaise, aux institutions européennes et au reste du monde? Parce qu'il faut le dire, ce pays est au bord du gouffre. Ce pays est en train de déclarer faillite. Tout à fait, mais écoutez, ce que vous dites reflète très bien la situation. Alors il faut savoir, les choses ne sont jamais simples au Liban. Donc durant mon court séjour, j'y ai trouvé une richesse qui est indécente et en même temps une pauvreté, une misère qui sont tout aussi indécentes et parfois dans le même quartier. Donc à mon sens, il est important de sensibiliser la communauté internationale sur ce qui se joue au Liban. Et effectivement, nous avons de la malnutrition rampante, nous avons quasiment de la famine dans certaines régions, auprès de certaines populations, mais le Liban reste riche, vous avez de la richesse, et je pense là où il faudrait faire pression, donc, bien sûr, être généreux en termes d'aide humanitaire, mais également continuer à faire pression sur le système politique, sur le système bancaire, pour qu'eux aussi prennent leurs responsabilités face à une faillite dont ils sont prioritairement responsables. Donc, quand vous entendez un certain nombre de collègues que j'ai pu rencontrer là-bas et qui, du jour au lendemain, ont une déperdition de plusieurs centaines de pourcentages par rapport à leur pouvoir d'achat, et on parle bien de profs d'université, donc c'est relativement une certaine élite. Quand vous essayez de démultiplier ça
à l'échelle du pays, vous vous dites mais il y a quelque chose qui dysfonctionne. Vous rentrez dans une banque, on vous parle de fresh money, de dollars frais, etc. Et vous avez juste envie de leur tordre le cou en leur disant mais bon sang, vous êtes responsable de cette situation, arrêtez de prendre en otage les gens et rendez-leur l'argent qu'ils ont déposé auprès de vous. Mais on a vraiment le sentiment qu'il y a un verrouillage politico-affairiste, un verrouillage notamment des banques, de tout ce qui permettrait aux gens de vivre dans un peu plus de décence. Très bien. Madame Yenbou, vous avez été particulièrement touchée par la situation des réfugiés syriens. Et vous avez quelque chose, je pense, à dire par rapport à ça. Alors, on a rencontré deux associations syriennes, donc 2 projets syriens financés par l'Union européenne. Ça faisait partie d'un des objectifs du voyage, de la mission. Et l'une d'entre elles travaillait sur le recyclage. Donc pour une verte, c'était plutôt très intéressant. Et on nous a offert cet objet qui a l'air de rien, mais rien que de vous le montrer, moi j'en ai la chair de poule parce que... Alors, donc c'est une jarre pour mettre de l'eau. Mais le verre dont elle est composée est un verre un peu spécifique. En fait, ces jeunes Syriens, après l'explosion du port de Beyrouth, ont sillonné les routes de Beyrouth autour du port et ont ramassé tous les débris de verre. Et avec ces débris de verre, ils ont fabriqué ces jarres et elles nous ont été offertes. Et je trouve que symboliquement, c'est un objet qui est très fort. Il est dans mon bureau et il me rappelle tous les jours le Liban. Et finalement, quelque part, j'aurais le souhait que justement le Liban aujourd'hui est comme ces débris de verre complètement répandus. Et peut-être qu'avec l'aide internationale, mais aussi l'aide des Libanais, des voisins, de nos interventions aussi, nous puissions faire de Liban un bel objet qui contienne tout le bonheur, toutes les aspirations des Libanais. Et qui soit transparent aussi. Et qui soit transparent. Alors ça, il y a encore beaucoup de travail. Et je rappelle aux téléspectateurs que le Liban a fêté, il est centenaire, il a fêté l'année dernière ses 100 ans, pas avec des feux d'artifice justement, mais avec une double explosion. On en reparlera, j'en suis certaine, de cette explosion, parce qu'apparemment les enquêtes sont bloquées. Madame Elena Aoun, merci vraiment d'avoir été avec nous. J'espère vous recevoir dans le studio la prochaine fois pour parler encore du Liban. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci beaucoup pour l'invitation. Madame Yenbou, merci d'avoir été avec nous. Merci vraiment et merci pour votre engagement pour le Liban. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.